Très tôt dans l'histoire des hommes, avec des moyens parfois très rudimentaires, des scientifiques ont pu mesurer les mondes lointains avec une justesse incroyable. C'est ce que nous allons voir dans ce pôle Mesurer les mondes lointains. Le ciel a toujours fasciné les hommes et les différents astres observés se sont toujours révélés intrigants pour leurs observateurs. Ainsi, certains astres semblaient fixes et puis d'autres semblaient bouger, comme le Soleil et la Lune, et également tout ce qu'on appelle aujourd'hui les planètes de notre système solaire. Au IVe siècle avant notre ère, Platon et Aristote pensent que la Terre est sphérique et fixe, et que les astres, errants ou planètes, bougent et tournent autour de celle-ci. On observe par exemple sur Terre que le Soleil passe d'est en ouest au cours de la journée. Ce modèle dit géocentrique, mettant la Terre au centre de l'univers, sera précisé plus tard par Ptolémée au 1er siècle de notre ère. Son modèle géocentrique restera dominant jusqu'à la Renaissance. La Terre est au centre et les 7 astres, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, tournent autour, posés sur des rails circulaires invisibles de la Terre, tandis que les étoiles, elles, restent fixes. Et pourtant, au IIIe siècle avant notre ère, le savant Aristarque avait proposé un système d'organisation avec le Soleil en son centre, dit héliocentrique, en se basant bien sûr sur une sensation un peu moins dogmatique, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Dans son seul ouvrage connu, Aristarque mesure la distance Terre-Lune, Terre-Soleil, et même la taille de la Lune et du Soleil comparativement à la taille de la Terre. Pour mesurer la taille de la Lune, il fait l'observation de cet astre pendant une éclipse. En observant le cône d'ombre, il affirme que la Lune est 3 fois plus petite que la Terre. On mesurera plus tard qu'elle est en fait 3,7 fois plus petite. En utilisant le diamètre de la Lune et l'angle sous lequel il voit la Lune, il calcule la distance Terre-Lune. Puis, avec le théorème de Pythagore, il calcule la distance Terre-Soleil. C'est d'ailleurs assez fou quand même de se dire qu'avec ce qu'on enseigne aujourd'hui au collège, il a pu calculer la distance Terre-Lune. Bon, certes, les instruments de mesure sont assez rudimentaires, donc les résultats sont assez approximatifs, mais quand même, chapeau bas, monsieur Aristarque. Mais revenons aux différents mouvements des astres dans le ciel. Le système de Ptolémée souffre d'insuffisance. Par exemple, la planète Mars, observée depuis la Terre, devrait tourner toujours dans le même sens. Or, de temps en temps, les astronomes observent qu'elle revient en arrière, elle rétrograde. Le système de Ptolémée doit donc être repensé pour coller avec les observations. Mais ces petits arrangements rendent son modèle hyper compliqué et comme vous le savez, tout ce qui est compliqué est inutilisable. Alors, Nicolas Copernic propose, en faisant de savants calculs, un système différent où il place le Soleil au centre du système. C'est le modèle héliocentrique. Bon, alors l'histoire raconte que Nicolas Copernic recevra un exemplaire de son traité qui sort de l'imprimerie au moment même où il est allongé sur son lit de mort et qu'il s'apprête à quitter ce monde. Dommage, il n'y aura pas d'exemplaire dédicacé de cet ouvrage. On passe donc d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique. Mais vous imaginez bien qu'avec une telle évolution dans le système, tout le monde n'est pas d'accord. Et surtout l'Église qui voit ses convictions contredites une à une. Au XVIIe siècle, c'est Galilée qui, le premier, grâce à l'invention du premier télescope, parvient à prouver que le modèle héliocentrique est la réalité. Mais malheureusement, il rencontre une si forte opposition qu'il a même droit à un procès où il va risquer sa vie. Ouais. La légende raconte même qu'à la fin de ce procès, il chuchote en parlant de la Terre, et pourtant, elle tourne. Il finira sa vie assigné à résidence chez lui, où il finira aveugle, lui qui aimait tant observer le ciel. Contemporain de Galilée, Kepler se fera moins provoquant que Galilée. Il utilise les données numériques des observations d'un grand astronome danois, Tycho Brahe, pour donner un modèle plus conforme avec 3 lois, dites lois de Kepler. La première de ces lois énonçant que les orbes sont des ellipses dont un des foyers est le Soleil et qu'ils donnent le temps de révolution de chaque planète, leur distance par rapport au Soleil. Avec sa théorie de la gravitation universelle, Newton donne un fondement théorique au modèle de Kepler en expliquant que les planètes se déplacent sur des orbites mais qu'il n'existe pas de rails. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques dont on dispose, on peut vérifier plus précisément ce qu'il en est. On mesure même la distance Terre-Lune à l'aide d'un laser comme celui-ci. On fait partir un faisceau laser de la Terre,
Il est réfléchi par un réflecteur qu'on a déposé sur la Lune. Et oui, contrairement à certaines idées qui circulent sur la toile, des astronautes sont bien allés sur la Lune. Bref. Connaissant la vitesse de la lumière, il nous suffit de mesurer le temps que met le faisceau de lumière pour faire l'aller et retour. On connaît ainsi la distance Terre-Lune. On a même pu constater que la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres chaque année. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette expo.